Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le Forum international des leaders s'est tenu à Chicago, aux États-Unis. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a pris part à ce rendez-vous international aux côtés d'autres décideurs du monde. Elle a participé à des panels sur la démocratie. Kandia Camara a par ailleurs représenté le président Alassane Ouattara à la clôture hier de la convention du Parti démocrate américain. Ces grandes vacances tirent à leur fin et à Port-Bouët, la police a réalisé une belle opération de sécurisation. Lancée le 24 juillet 2024, cette opération a permis de rafler 1182 personnes et d'en déférer 21 autres, des fumoirs détruits, des quantités de cannabis et plaquettes de tramadol saisies. C'est entre autres le bilan partiel de vacances sécurisées 9. Au Sénégal, c'est aujourd'hui que se tient le Magal de Touba, le plus grand rassemblement religieux des Mourides. L'événement a lieu à Touba, dans la ville du leader de cette confrérie religieuse, Cheikh Ahmadou Bamba, au moment où le Mpox, cette autre forme de la variole du singe, se propage sur le continent. Les autorités sénégalaises ont dépêché 6000 professionnels de santé dans la ville de Touba. Et pour commencer cette édition, les résultats du brevet de technicien supérieur sont désormais connus. Un taux de réussite de 38,39% contre 40,97% en 2023. 20 338 candidats sont déclarés donc admissibles, dont 10 815 filles. Les résultats ont été proclamés par Djama Adam Morikone, le directeur des examens et des concours au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La présidente du Sénat, nous vous le disions à l'instant, a participé au forum des leaders qui s'est refermé hier jeudi à Chicago, aux États-Unis. Cette rencontre internationale a permis des débats de fond sur la vitalité de la démocratie. Kandia Camara a également représenté le chef de l'État Alassane Ouattara à la Convention des démocrates, laquelle convention a abouti à la confirmation de Kamala Harris comme candidate de la gauche américaine à la présidentielle de novembre 2024. Herman Guivet. Kandia Camara, la présidente du Sénat, présente à Chicago dans le cadre du Forum des dirigeants. Le forum ouvert place au panel et échanges autour de sujets d'actualité. Je me sens très honoré de représenter la Côte d'Ivoire, de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à cet important rendez-vous qu'est la 11e édition du Forum international des leaders. Et je profite de l'occasion pour remercier le NDI qui nous a adressé cette invitation. Vous avez un panel qui a parlé de la politique américaine et du processus électoral aussi ici. Vous savez que l'année prochaine, la Côte d'Ivoire organise l'élection présidentielle. Vous savez que les États-Unis ont plus de 240 ans de démocratie. Et c'est l'occasion pour nous qui avons toujours pour ambition de renforcer le système démocratique en Côte d'Ivoire, de pouvoir nous inspirer de leur longue et riche expérience. Et nous avons aussi assisté à des panels qui ont parlé de l'implication des femmes et des jeunes en politique. Et je me rends compte que les défis sont pratiquement les mêmes dans tous les pays. C'est un véritable challenge de faire participer les femmes et les jeunes à la politique. C'est un défi aussi pour la Côte d'Ivoire puisque nous-mêmes, nous travaillons ardemment pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande participation des femmes et des jeunes au processus électoral. Un panel sur comment les médias peuvent contribuer non seulement à informer, sensibiliser, former, mais aussi comment éviter aujourd'hui avec les réseaux sociaux que les médias ne constituent un problème. Donc, il est question d'amener les médias et les journalistes à travailler pour que nous puissions aboutir à des élections apaisées, démocratiques, crédibles, mais tout cela en toute sécurité. Occasion pour la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire de présenter le cas ivoirien. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour la participation très active des femmes en politique, mais cela repose aussi sur la prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes. Et on s'est rendu compte qu'ici aussi aux États-Unis, c'est la même problématique. Les efforts sont faits par le président de la République en matière de promotion des femmes. Nous avons pu échanger avec des leaders sur la contribution financière
du président de la République, de la première dame, pour une plus grande autonomisation des femmes, pour que les femmes aient les moyens de s'occuper de leur famille, mais aussi de faire de la politique, parce que la politique aussi a un coût. La participation de la délégation ivoirienne à la convention du Parti démocrate américain, un moment très instructif. L'une des leçons que j'apprends au cours de cette convention des démocrates, c'est que les dirigeants américains et le gouvernement ivoirien vraiment sont pratiquement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les préoccupations pour que nous ayons aujourd'hui en Côte d'Ivoire de plus en plus d'Ivoiriens plus épanouis parce qu'ayant des emplois, parce qu'ayant des moyens pour réaliser leurs projets, vivent dans de meilleures conditions, avec des infrastructures socio-culturelles de base, avec de plus en plus d'écoles, des collèges et des lycées, de plus en plus d'universités, comme c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus de centres de santé, de CHU, de CHR. Tout ça contribue à faire en sorte que les populations soient plus épanouies. Cela contribue à la stabilité. Et ensuite arrive le développement. J'ai eu énormément de plaisir à participer à la Convention des démocrates pour cette année 2024. Et je repars des États-Unis, de Chicago, avec beaucoup d'enseignements. Et je pense que cela va nous aider. Nous avons le secrétaire exécutif adjoint en charge des élections en Côte d'Ivoire, qui participe aussi à cette convention des démocrates. Certainement, lui aussi a dû apprendre beaucoup de choses. Et nous allons implémenter cela en Côte d'Ivoire. D'abord, au sein de notre parti, le RHDP, qui est le parti au pouvoir, qui travaille à renforcer la démocratie en Côte d'Ivoire, l'état de droit. Nous allons faire un débriefing à Abidjan avec la direction du parti et voir ce qui n'est pas encore en train d'être fait en Côte d'Ivoire, comment l'implémenter dans notre pays. Nous avons eu beaucoup de rencontres ici et nous allons continuer d'échanger avec ces leaders que nous avons rencontrés ici, toujours dans l'optique de nous enrichir. La présidente du Sénat participera à la dernière journée de la convention du Parti démocrate américain, puis mettra ensuite le cap sur New York, où est prévu se tenir une rencontre avec la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Et dans l'actualité nationale, dans le Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme aux frontières ivoiriennes s'intensifie. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a formé les autorités administratives et les organisations de la société civile. C'est que le ministère veut impliquer toutes les populations dans sa politique globale de lutte contre le terrorisme. Les explications d'Ami Sissoko. Adapter de manière constante les stratégies d'intervention et de réponse aux menaces sécuritaires. À Korogo, c'est ce que vise cet atelier de renforcement de capacité des autorités administratives, locales et de la société civile des régions frontalières nord du pays. Une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. L'objectif était clair, c'était de discuter avec les autorités préfectorales pour réfléchir ensemble à une réponse contre le terrorisme. Il s'agit de ne pas être dans la défensive, mais de faire de la prévention. Durant 2 jours, les acteurs de lutte contre l'extrémisme violent ont été outillés, entre autres, sur les enjeux et les principaux défis de la gouvernance communautaire en matière sécuritaire, le rapport entre la police judiciaire et la police de proximité, les rôles et les responsabilités des différents acteurs étatiques et non étatiques. Nous encourageons donc ces rencontres, ces ateliers qui permettent aux populations de se fondre dans ce moule de coproduction de la sécurité à l'effet d'obtenir donc cette sécurité qui est tant recherchée aussi bien par les populations que par le pays. Cet atelier de renforcement des capacités nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Nous souhaitons que ces formations se fassent régulièrement. Représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le préfet de région du Poro, André Ekpono, a appelé ses pairs à un engagement collectif afin de relever les défis sécuritaires.
Au terme de cette rencontre d'échange d'expériences, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, à savoir la formation, le renforcement de capacités et d'équipement des forces de défense et de sécurité, la coordination des actions sur le terrain et la vulgarisation de la doctrine de la police de proximité. Puisque nous parlons de sécurité, les populations d'Assin-Panaillé, cette localité de l'Est de la Côte d'Ivoire, n'auront bientôt aucune inquiétude à se faire pour leur protection et celle de leurs biens. La mutuelle de développement de la localité va y construire bientôt une gendarmerie ainsi que le logement du commandant. La première pierre de l'édifice a été posée sous le regard de Franck Wadio. Scène de liesse à Assin-Panaillé, sous-préfecture de Tankessé, région du Gontogo-La Raison. Ici, dans cette localité de l'Est ivoirien, bientôt sortira de terre une brigade de gendarmerie. C'est une initiative de la présidente de la mutuelle de développement, Kangatalo Dorcas, qui veut ainsi contribuer à la lutte contre l'insécurité. Ce sont donc une brigade en plus du logement du commandant qui seront ici bâtis. La pose de la première pierre est l'occasion de relever la symbolique d'une telle action. Le président des mutuelles n'est pas de venir chaque vacances danser et repartir. Il faut que la population, Abidjan, quand on va aux réunions, les gens, même les servants qui cotisent, il faut qu'un jour, tout ce monde-là dise que ce que nous faisons, voici le fruit. Et c'est ce qui s'est passé à cette année. Le sous-préfet de Tankessé, Abel Decoster, invite les cadres à renforcer la cohésion. Aux leaders communautaires, il demande de sensibiliser les populations à adopter des attitudes citoyennes. Autre point marquant, la coupure du ruban du foyer des jeunes qui a aussi mobilisé l'énergie des habitants d'Assin-Panaillé et des alentours. Les populations de Port-Boué, elles, ont passé des vacances sécurisées. La police a dressé le bilan partiel de l'opération dénommée Vacances sécurisées 9. Elle a été lancée le 24 juillet 2024 et a permis l'interpellation de 1182 personnes. 21 personnes ont été déférées, des fumoirs détruits, des quantités de cannabis et des plaquettes de tramadol saisies. On en fait le point avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Selon ce point fait par le chef du district de police de Port-Boué, 3509 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés pour l'opération Vacances sécurisées 9 dans cette commune. Un mois après, on note, au titre du bilan partiel, entre autres, 1182 personnes interpellées, dont 21 déférées. Moto saisie, 141, machette, 27, plaques banalisées, 102 que nous avons déposées à la préfecture de police. Concernant les véhicules au vide teinté, 21. Les fumoirs, nous avons détruit 44. À la suite des échanges, dans le cadre du fonctionnement du comité consultatif d'éthique, CCE, une satisfaction des populations se dégage. Ça a permis au quartier qui était réputé de manière dangereuse. Aujourd'hui, ce quartier est devenu un quartier où tout le monde cherche à habiter, un quartier où il y a la sécurité. Avant, on avait vraiment peur. Mais maintenant, on dit merci au gouvernement. Depuis l'ouverture du commissariat, on est en sécurité. Il n'y a pas d'agression. Pour le directeur général de la police nationale, l'objectif est quasiment atteint. Les maisons ici qui n'étaient pas encore terminées, chacun s'active à terminer la maison parce que le lieu est sécurisé. Ça, c'est un indice important pour nous. La sécurité est avant, pendant et après tout. Nous profitons de votre micro pour inviter la population de Port-Boué et au-delà de Port-Boué, de toute la Côte d'Ivoire. C'est leur police. Il faut qu'ils soient acteurs de leur propre sécurité, qu'ils nous donnent les informations qui vont à eux. Il faut que nous soyons vigilants. Nous restons vigilants. Des saisies effectuées sur le terrain au cours des différentes opérations de sécurisation, à savoir matériel de chicha, médicaments contrefaits, armes blanches, drogues, ont été présentées aux hautes autorités policières, puis incinérées publiquement. Il y a un autre fait qui a connu un succès cette semaine, c'est Wozo Vacances 2024. La finale de cette émission à succès de la RTI s'est tenue mercredi au Parc des Expositions de Port-Boué. Pour repartir avec la couronne, fallait être meilleur dans le conte, la danse traditionnelle et le playback. Et c'est le groupe Nouvelle Vision de Danané qui a raflé la mise. On revoit cela avec Sarah Tieméné et Ami Diarasouba. Après plusieurs mois de répétitions intenses, le jour J est enfin arrivé. Les préparatifs vont bon train.
Le stress laisse place à la détermination. Le soir, c'est la victoire, la victoire. Face au podium, les fans de Roseau Vacances venus de divers horizons savourent l'ambiance de la première partie. 5 groupes en compétition, du conte à la danse traditionnelle, en passant par le playback. Les groupes font montre de leur savoir-faire. Innovation majeure de cette finale a été la prestation de chaque groupe avec l'artiste imité. Il est 18h lorsque le verdict tombe, c'est l'extase. La nouvelle vision de Danané remporte cette 34e édition. La compétition n'a pas été facile, ça a été dur. Durant 3 mois, nous avons bossé dur, superment dur. Tata Naomi, animatrice vedette de cette émission, nous livre ses impressions à l'issue de cette finale. Ça s'est joué sur des détails. Vous avez vu que tous les groupes étaient méritants. Donc il a fallu juste quelques petits détails pour les départager. Bravo à Danané, bravo à tous les enfants. Roseau Vacances, émission phare des tout-petits de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, s'achève avec la victoire mémorable de la nouvelle vision de Danané. Restons avec les tout-petits pour voir à présent ce camp de vacances à Boyo, un village situé dans la commune de Kouto, au nord du pays. 61 enfants ont pris part à cette colonie de vacances qui leur a permis de découvrir notamment le riche patrimoine culturel de l'Abagoué. Le reportage de Siekwasi et Didier Nguessan. Boyo, 7 km de Kouto. Après 2 semaines de retraite, ces enfants se préparent à regagner leurs familles respectives. Ces 60 adolescents sont arrivés de toute la Côte d'Ivoire pour se familiariser avec les réalités socio-culturelles du pays sénoufo. L'objectif visé par la présidente de la mutuelle de développement de Boyo et ses mutualistes, offrir un rendez-vous annuel de retour aux racines pour ces enfants. Défi relevé. Cette année, il y a eu vraiment des innovations. On a visité l'ancienne case, la plus vieille case de Kengera. Ensuite, là, on est allé visiter la tombe d'un exploiteur du nord de Kosi à Tengera. Donc, vraiment, les enfants étaient vraiment enthousiasmés à ce niveau. Quand les enfants viennent, ils viennent découvrir certaines choses au village. Nous avons tous les cadres, tous ceux qui hésitent encore à envoyer les enfants pour venir découvrir le village. 2 semaines de loisirs et d'énormes souvenirs enregistrés. J'ai appris à parler le sénoufo. Nous avons aussi fait des sorties culturelles où nous avons appris beaucoup de choses. On a visité la frontière de Côte d'Ivoire-Mali, les danses sénoufo avec les masses. Je dis merci à toute la jeunesse de Boyo qui s'est mobilisée parce que chaque soir, il y avait au moins une danse. Je tiens donc à dire merci aussi aux parents qui nous ont fait confiance et qui ont laissé les enfants faire plus de 700 km, voire 800 km pour venir alors passer 2 semaines loin de leur maison. La colonie de vacances de Boyo est à sa 3e édition. Elle est baptisée par les mutualistes du village, colonie du brassage et de la cohésion sociale. Dans le chapitre culture, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro a fermé ses portes. Totale satisfaction pour le comité d'organisation à l'heure de la clôture. Cette 19e édition a été un véritable succès. Charles Tatou. Durant une semaine, la ville de Daoukro a vibré par son Festival international de la culture et des arts. Un événement qui allie la tradition et la modernité. Plusieurs prestations de chansonniers traditionnels et d'artistes musiciens de renom comme la diva Aïcha Kone, VDA et Baby Philippe, dont le concert a marqué la clôture de la 19e édition, ont donné un cachet particulier à la célébration de la culture à Daoukro. L'édition 2024 a mis un accent sur la sensibilisation écologique. Le commissaire général du FICAD, Akuto Olivier, par ailleurs député de Daoukro, satisfait de la célébration de 2024. Donc pour nous, la protection de l'environnement est aussi un défi. Donc à travers ce festival,
nous avons sensibilisé nos parents, sensibilisé les différents festivaliers et leur dire que chacun à son niveau doit contribuer à la protection de l'environnement. Donc la protection de l'environnement déjà passe d'abord par la lutte contre la déforestation, passe aussi par la lutte contre les feux de brousse et contre l'orpaillage clandestin qui pollue nos eaux, qui pollue nos terres. Le FICAD 2024, par sa richesse et sa diversité, s'est ainsi imposé comme vecteur de promotion culturelle et de développement local de Daoukro. En littérature, Venance Conan vient de publier Robert, Catapila et l'Orpailleuse, un recueil de 6 nouvelles drôles. On retrouve le journaliste écrivain avec sa satire habituelle et la finesse de la plume avec laquelle il compte les tares et les déboires de certains de ses compatriotes. La dédicace de l'œuvre s'est tenue mardi 20 août, les précisions de Khalil Diomandé. Son inspiration ne semble pas tarir malgré l'évolution du temps. À 65 ans, le journaliste écrivain Venance Conan sort un nouvel ouvrage, Robert, Catapila et l'Orpailleuse. C'est un recueil de 6 nouvelles, entre autres Le salaud de chien, Pour que vive le parti et Le secret de mon oncle. À travers ces histoires fictives, l'auteur évoque les questions de corruption, d'orpaillage et de gruge en période électorale. Toute histoire qu'on raconte porte un message. C'est plusieurs histoires, plusieurs morales, plusieurs leçons. C'est à chacun de tirer la leçon. La nouvelle œuvre a déjà conquis le cœur des amoureux du livre. Ils sont nombreux à apprécier singulièrement l'humour de l'auteur et la pertinence des histoires. On a par exemple la nouvelle intitulée « Ce peuple si méchant » qui met en scène un homme politique qui pensait remporter l'élection dans sa circonscription après avoir fait cadeau de sommes d'argent importantes à des militants et au sortir des élections, il n'a pas pu obtenir le suffrage qu'il espérait. À la vérité, il fait la radioscopie, je pense, de la société ivoirienne et même de l'Afrique en général. Et il utilise son humour, son sarcasme, ce côté humoristique pour faire passer des messages clés, des messages importants. Robert, Catapila et l'Orpailleuse est le 4e ouvrage d'une série bâtie autour du personnage symbolique Catapila. Il constitue la 13e œuvre de Venance Conan, une longévité dans l'écriture couronnée de plusieurs lauriers, dont le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2012. Et dans la localité d'Apoisseau à Pouéba, département d'Abengourou, c'est autour du sport que se déroulent les vacances scolaires. Un tournoi de football a opposé les différentes localités du département. À travers le sport, la chefferie prône ainsi la paix et la cohésion sociale. La compétition sportive s'est déroulée du 6 juillet au 17 août 2024. Constant Kokora, Didier Nguesson. Située à 22 km de la ville d'Abengourou, la localité d'Apoisseau à Pouéba a vibré au rythme des festivités sportives marquant la finale de la première édition du tournoi de football doté du trophée Kofi Yao Mathieu opposant les équipes de Kwadiokro et Diangobo. C'est la première fois que nous assistions à un tel tournoi dans ce village. Nous remercions l'organisateur. Dès la première période, c'est l'équipe de Diangobo qui ouvre le score, menant 1-0. Lors de cette rencontre de football, la notabilité du village d'Apoisseau à Pouéba n'a pas manqué d'exprimer son plaisir de voir le sport comme facteur de cohésion sociale et de développement de la région. Vraiment, on est très contents. C'est une cohésion sociale. Il veut le développement des deux villages. Et c'est ce qu'on a besoin depuis fort longtemps. Au travers de ce tournoi, je voulais vraiment rassembler les jeunes, dire aux jeunes qu'il faut s'entendre, il faut se mettre ensemble pour pouvoir avancer. C'est quand nous sommes unis que nous pouvons réussir. Cette finale, aux allures de fête populaire, regroupant les filles et fils du village, a finalement donné l'avantage à l'équipe de Diangobo qui a maintenu son score final 1-0 après 90 minutes de jeu. Démarré le 6 juillet dernier, ce sont 14 équipes qui ont participé à ce tournoi qui, bien avant, a fait place à une caravane de consultation médicale. Et dans le chapitre religion, du 1er au 4 août 2024, s'est tenue à Padiegnan, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé, la 22e édition du séminaire international du Sahaja Yoga pour l'Afrique. Il s'agit en fait d'une méta-religion importée de l'Inde qui développe le moi intérieur. Voyons tout cela avec Devi Soyo. Méditation collective en langue sanskrit, prière et vénération du Sri Mataji, la fondatrice du Sahaja Yoga. Une méta-religion importée de l'Inde pour développer le moi intérieur.
Nous sommes justement au 22e séminaire international du Sahaja Yoga pour l'Afrique. Thème, connais-toi toi-même et deviens un bon conducteur d'énergie divine. Avec le thème, chacun saura qu'il est un trésor. Et comme on dit dans Sahaja Yoga, chacun est son propre maître, puisque tout est en nous. Ce rendez-vous spirituel est une occasion pour prier pour la paix dans le monde, en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Ce pan de la cérémonie rencontre l'adhésion des chefs traditionnels de la région de l'Indénié-Djuablin, lieu habituel de cette retraite spirituelle. Que tout le monde s'inspire de ce que nous venons de vivre à Padiegna pour que nous vivons dans un monde de paix. Ce rassemblement est également un moment de retrouvailles pour les yogis, au nombre de 600, venus d'une dizaine de pays, entre autres des États-Unis, du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Ils y sont aussi pour affermir leur foi. C'est en quelque sorte un pèlerinage que nous effectuons. Parce que quand nous voyons nos frères de l'extérieur, du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina et du Nigeria, venir en Côte d'Ivoire, c'est une manière de nous ressourcer. Nous venons ici pour renforcer notre spiritualité, pour mieux nous connaître et pour mieux nous approcher du divin. Autre temps fort, la Havane ou encore la cérémonie du feu. L'idée est extirper toutes les ondes négatives, intérieures et extérieures. Elle se tient avant le puja, un autre rituel important pour bénéficier de grâce. Et dans l'actualité, hors de nos frontières, nous vous le disions en titre au Sénégal, c'est aujourd'hui que se tient le Magal de Touba, le plus grand rassemblement religieux des Mourides. L'événement a lieu à Touba, dans la ville du leader de cette confrérie religieuse, Cheikh Ahmadou Bamba, au moment où le Mpox, une variante de la variole du singe, se propage sur le continent. Les mesures sanitaires sont donc renforcées et les moyens adaptés à Touba. En tout, quelques 6000 professionnels de santé, toutes spécialités confondues, sont mobilisés par les autorités sénégalaises pour éviter que la variole du singe se propage dans la ville. On arrive à présent à notre journal du sport de ce vendredi, mais juste après ceci. Et pour décrypter et aborder cette actualité sportive de cette semaine qui s'écoule, Samuel Mech nous a rejoint en plateau. Bonsoir, bonjour. Bonjour Alassane. Vous allez bien Samuel? Ça va super, oui. Les Jeux paralympiques démarrent le mercredi 28 août 2024 et prennent fin le dimanche 8 septembre. L'État de Côte d'Ivoire va accompagner nos athlètes. Et oui, la Côte d'Ivoire est à ce rendez-vous après donc les 13 athlètes et à la clé une médaille de bronze remportée par Cissé Cheikh Salah. C'est au tour des 4 Ivoiriens, donc 4 Ivoiriens pour les Jeux paralympiques Paris 2024 et dès son retour de mission au pays de l'oncle Sam, le ministre délégué en charge des sports Adjemet Silas a apporté au nom du gouvernement ivoirien le soutien aux 4 représentants de notre pays qui prendront part donc à ces Jeux paralympiques. Moyabi Diabaté pour les détails. Les athlètes ivoiriens en situation de handicap qualifiés pour les Jeux paralympiques bénéficient du soutien du gouvernement. Avant de s'envoler pour la France, ils ont reçu la visite du ministre Adjé Silas Mech. Le patron du sport ivoirien a réitéré les encouragements du gouvernement ivoirien et l'onction du chef de l'État, Alassane Ouattara. Bien avant le ministre Adjé Silas Mech, les pachydermes ivoiriens avaient reçu la visite du directeur de cabinet, du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Alfred Yao Nguessan, à l'INGS. L'État de Côte d'Ivoire ne les a pas oubliés. L'État de Côte d'Ivoire pense à eux et que l'État de Côte d'Ivoire va prendre les dispositions pour qu'ils participent aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Tout comme l'athlète Anoadou Hervé, le président de la Fédération ivoirienne de sport paralympique, Trazier Serge Pacom, s'est dit heureux de cette visite. Quand le premier responsable du sport vient vous soutenir, vraiment c'est un geste salutaire et nous sommes vraiment très heureux. Nous ne partons pas à Paris pour aller visiter la Tour Eiffel, mais nous partons pour avoir le podium, quelle que soit la couleur de la médaille. Anoadou Hervé en haltérophilie, Yeka Michel en athlétisme, lancer de poids et javelot, Bolibi Michel au taekwondo et Ouattara Awa au powerlifting sont les 4 athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire à la 17e édition des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre en France. La Côte d'Ivoire part donc, Samuel, avec 4 athlètes
Aux Jeux Olympiques, il y a quelques semaines, nous sommes revenus avec une médaille de bronze. Est-ce qu'on a des chances de médaille aux Paralympiques? On ne dira même pas une chance, on a 4 chances de médaille. Parce que justement, pour parler de nos Paralympiques, il y a Bolibi à Samoa, donc au para-taekwondo des moins de 70 kilos, qui est bien positionné donc, et qui va ouvrir sa compétition le 30 août prochain à 7h50 GMT. Yeka, donc Michel, lui, sera au para-athlétisme et au lancer de javelot. Avec lui également, donc on a des chances de médaille. Ouattara Awa, du côté de powerlifting dame, sera également une chance pour la Côte d'Ivoire. Et celui que tout le monde regarde, c'est bien entendu Ano Adou Hervé, 5e mondial donc au niveau de sa catégorie. Il a soulevé dernièrement donc 194 kilos. Cela donc le positionne véritablement comme une chance de médaille. Voici pour le pédigré, on dira une griffe de nos 4 athlètes, et on croise les doigts pour qu'ils nous rapportent des médailles, et pourquoi pas une médaille d'or à ce niveau des Jeux paralympiques. On fait un clin d'œil d'ailleurs à Kone Oumar, l'athlète le plus capé, le plus médaillé au monde. C'est un Ivoirien, naturellement, avec plus de 60 médailles d'or quand même. Vivement que nos athlètes nous reviennent donc avec des récompenses. Bien. Mais il y a aussi la Coupe de la Confédération qui bat son plein. 3 équipes ivoiriennes sont qualifiées pour le second tour. Et oui, alors ce sont en ce moment donc les tours préliminaires de la Coupe CAF. Les matchs retour vont se jouer donc dans quelques jours, et après les matchs nuls, donc des matchs allés, le FC San Pedro, le Stade et le RCA sont à 90 minutes de rejoindre donc le 2e tour des compétitions africaines. Le FC San Pedro sera face à Beau Rangers de la Sierra Leone, le Stade sera face au Tenguet du Sénégal, et le RCA sera l'adversaire de l'US Tourga, donc Sport du Maroc. Le point avec Jean-Sylvain Resso. Tenu en échec par Tenguet lors de la manche allée au stade Félix Houphouët-Boigny 1-1, le stade d'Abidjan aura un déplacement périlleux au Sénégal ce samedi à partir de 17h. Avec la façon dont on joue, on a régulièrement le ballon, et donc on va continuer de travailler, et puis on pourra faire la différence et marquer le maximum de buts possible pour pouvoir se qualifier. Pour ce match, le groupe du technicien français Alexandre Lafitte pourrait être bâti autour des expérimentés. Le portier Drissa Bamba, le défenseur Mansou Kwaku Amoro Junior et les attaquants Kassoum Kone et Corée Saint-Jean. Autre atout des Bleus et Rouges, Babaka Gueye, qui a permis aux partenaires de maintenir leur chance de qualification avec son but en fin de match. À la différence du stade d'Abidjan, le FC San Pedro jouera sa qualification à domicile au stade Laurent Pokou ce dimanche à 16h. Le champion de Côte d'Ivoire qui a arraché le nul 1-1 en Sierra Leone contre le BO Rangers pourrait miser sur l'expérience de Constant Wayou et Bédi Stéphane Guy, meilleur buteur de la dernière Ligue 1 ivoirienne, pour rejoindre le 2e tour. On est dans le bon tempo pour essayer de mettre tout le monde à niveau physiquement, afin d'être prêt pour cette compétition combien importante pour le club, mais surtout pour cette équipe-là, avec laquelle je travaille depuis maintenant presque 2 ans. L'objectif premier, c'est déjà de sortir d'atteindre les phases de poule. Comme le FC San Pedro, le Racing Club d'Abidjan ira chercher la qualification à domicile au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi à 16h. Les hommes de Cissé Lazare devront absolument battre les Marocains de l'Union Touarega Sport après le nul 0-0 enregistré lors du match aller. Une qualification que les Racinemen pourraient obtenir avec le soutien de leur public, les Ultras de Poy. La Côte d'Ivoire a toujours eu le secret de participation aux compétitions continentales, africaines, mais on n'arrive presque jamais en finale ces dernières années. C'est dû à quoi? Ouais, ces dernières années, vous faites bien de le dire, parce que justement, il y a eu le stade d'Abidjan dans les années 60, il y a eu l'Africa Sport aussi qui a remporté des trophées continentaux, il y a eu la SEC qui a donc aussi remporté un trophée continental. Effectivement, ces dernières années, on dira donc la qualité du football ivoirien était quelque peu en baisse, mais là, les Ivoiriens sont en train de se remettre dans le sens de la marche, et c'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter. Travailler donc avec cette force mentale. Les Ivoiriens surfent en ce moment donc sur la dynamique de victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, et cette force mentale qui a permis donc d'engranger quelques victoires. Et voilà, pour parler du RCA, pour parler du Stade, pour parler du FC San Pedro et de la SEC qui est aussi qualifié, mais exempt donc à des taux préliminaires. Il faut le dire, les clubs ivoiriens en ce moment donc batailleront dur pour atteindre les hauts niveaux. Au niveau donc de ce que vous étiez en train de dire, c'est la force mentale qui faisait défaut à chaque fois, cette combativité donc des équipes ivoiriennes qu'on ne retrouvait pas, et voilà, donc qui était un peu en baisse de régime, mais là on dira que les équipes sont vraiment en train de se remettre dans le sens de la marche. Très bien, la moisson n'était pas bonne du côté des dames à la Women's Champions League.
Après leur élimination donc en demi-finale, les filles de l'Inter d'Abidjan étaient face à AO Étincelle du Burkina pour le match de classement hier au stade annexe de Bouaké. Et dans une rencontre engagée, l'Inter d'Abidjan donc a pu tirer son épingle du jeu en battant les Burkinabés 1-0 à la 28e minute de jeu. La Côte d'Ivoire occupe ainsi la 3e place dans ces éliminatoires de la zone UFOA-B, donc de la Women's Champions League 2024. La finale opposera cet après-midi sur le coup de 15h au stade de la Paix de Bouaké Edo Queens du Nigeria à Ainonvi Football Club du Bénin. C'est donc une finale, on dira, entre voisins, le Nigeria face au Bénin. Donc les Nigérianes feront tout pour emporter et pourquoi pas donc accéder au tour suivant. Merci beaucoup Samuel Meïch pour toutes ces actualités sportives. Il nous reste une petite information rapidement sur les éléphants de Côte d'Ivoire. On termine rapidement. Au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire, il faut savoir que le calendrier donc s'engage dès début septembre. La Côte d'Ivoire entre en lice le 6 septembre 2024 à Bouaké pour lancer sa compétition. Première et deuxième journée donc des éliminatoires CAN Maroc 2025. La Côte d'Ivoire sera face à la Zambie donc à Bouaké à 19h. Ce sera donc le 6 septembre. Et puis on retrouvera la Côte d'Ivoire face au Tchad le 10 septembre prochain. Ce sera au Cameroun cette fois-ci et Faye Emers dévoilera sa liste le lundi prochain. Voilà pour qu'on puisse maîtriser le commando qui ouvrira donc les hostilités. Bonne chance aux éléphants, à vous aussi Samuel Meïch. Merci pour toutes ces actualités sportives. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente journée sur RTI1.